La course au job, deuxième partie de cette émission avec un sujet d'actualité, on en parle beaucoup en ce moment, c'est la nouvelle économie. De plus en plus de gens quittent leur job, un job souvent confortable, dans l'ancienne économie pour partir dans l'aventure d'Internet, quitte à gagner moins d'argent. Ils rejoignent ces startups, ces jeunes entreprises qui recrutent à tour de bras. Là-bas, on travaille jusqu'à 50 ou 60 heures par semaine, c'est très courant. On embauche des gens qui n'ont pas de qualification, on a besoin de candidats. Et en même temps, depuis quelques semaines, on assiste aux premières faillites de l'Internet. Des faillites qui inquiètent, d'autant qu'on en annonce d'autres pour les mois à venir. Alors, la nouvelle économie, mirage ou Eldorado? Faut-il y aller? À quoi ressemblent ces jobs et ces nouvelles façons de travailler? C'est un reportage de Raphaël Ulry et de Anne Gilles. Depuis 5 mois, tous les matins, Annabelle ne fait que passer devant les colonnes de la Bourse de Paris. Elle sort d'une école de commerce et c'est là que travaillent certains de ses camarades de promotion. Mais elle n'a pas voulu d'un emploi dans la finance ou une grosse entreprise. Annabelle a décidé de travailler ici, dans cet ancien théâtre. La porte est un peu difficile à ouvrir, le hall est encore en chantier. C'est une société sur Internet qui a moins d'1 an mais qui se développe très vite. On appelle ça une start-up. 4e étage. Nous sommes chez Spray, une société d'origine suédoise. Elle est connue pour avoir les locaux les plus avant-gardistes de la place de Paris, une vitrine de la nouvelle économie. Le patron est jeune, 36 ans, il s'appelle Thomas. Il partage son bureau avec d'autres salariés, on peut le déranger à tout moment. C'est lui qui a choisi d'emménager ici. Pour transformer cet ancien théâtre, Thomas a fait appel à John, un architecte suédois. On va monter là-haut, 6e. Quand on monte à l'étage, on n'a pas l'air d'être au bureau. Parquet, couleur vive sur les murs, il y a un coin salon pour recevoir des clients. Et ce n'est pas tout. On peut faire des réunions dans pas forcément autour d'une table, par exemple. Il y a des grandes chaises longues ici. Et c'est vrai qu'on peut très bien s'asseoir à deux et discuter ici. On peut même descendre encore plus. Et voilà, on se met, on est bien. On peut réfléchir un peu, faire un peu de petites pauses. On peut même y manger, car juste derrière, il y a une cuisine toute équipée. Ici, pas de cantine. C'est mieux qu'une cantine parce que c'est pas une ambiance. Ça fait vraiment familial, quoi. C'est une cuisine, chacun fait son petit truc. Pour ceux qui sont plus feignants, il faut réchauffer. Et si cette société est conçue comme un appartement, ce n'est pas un hasard. Car tout est fait pour que les gens restent au bureau. Mais attention, on ne passe pas son temps à manger ou à se prélasser sur un fauteuil. Ici, on travaille vraiment 8 à 10 heures par jour. Je vais démonter pour voir ce que c'est. En 14 jours. Mais là encore, surprise, ces petites salles aux couleurs vives, rouges pour les réunions et vertes pour le repos. Nous, notre chance, c'est notre position. C'est pas encore là, mais on va mettre des casques pour qu'on puisse s'asseoir et se couper du monde, en fait. Et c'est un peu un coin secret. On met le casque ici, on est assez calme, en fait. C'est un casque où il y aura de la musique ou ce sera oui. comme dans un avion un peu? Comme dans un avion, mais peut-être la musique est un peu meilleure quand même. J'espère. Et pour finir, voici le fin du fin, une salle de sport en plein milieu de l'espace de travail. Bon voilà, c'est la salle de gym. En France, on n'y est pas encore habitué. Les vitres sont transparentes, les gens sont un peu gênés d'aller faire du sport quand les collègues au bureau voient ce qu'on est en train de faire. Donc il va y avoir un cache, tout n'est pas fini. Donc il y a les douches. Mais le must ici se trouve derrière ces douches, une authentique touche suédoise. Et après, il y a un vrai sauna scandinave. D'ailleurs, il va peut-être falloir apprendre aux Français comment prendre une bonne sauna. Un peu rite, parce que c'est un peu un rite aussi. C'est assez zen finalement. Des startups comme celle-là, il y en a des centaines qui se sont créées ces 2 dernières années. Toutes ne sont pas aussi confortables, mais elles attirent beaucoup les jeunes et elles recrutent à tour de bras. Cette danseuse légère. Combien ont-elles créé d'emplois? Aucun chiffre n'est encore fiable, mais rien qu'en se baladant sur Internet, nous avons trouvé plein de sites qui, en bas de page, proposent des jobs ou annoncent « Nous recrutons ». Responsable relations presse, cybergraphiste, certaines offres sont rédigées avec humour. Pour ce poste d'infographiste, on exige de vous que votre religion soit l'Internet pratiquant.
Et pour répondre, c'est très facile. Il n'y a qu'à remplir les cases du CV que le site propose. Formation, motivation, expérience. Ça ne prend que quelques minutes et vous pouvez l'envoyer gratuitement. Fini les dépenses de timbre. Que valent ces jobs? Faut-il y aller? Nous avons cherché à le savoir chez Spray. L'entreprise est née il y a 9 mois. Elle a déjà embauché 60 salariés et ce n'est pas fini car il y a beaucoup de travail. Spray est une sorte de magazine. Il faut nourrir les rubriques. Si on clique sur People par exemple, des journalistes ont rédigé les derniers potins sur les stars. Mais c'est aussi une sorte de galerie marchande, il faut donc des commerciaux pour l'animer. C'est eux qui, pour Pâques, ont dégoté ces articles de décoration, comme par exemple cette corbeille, à 180 francs. Tous ces métiers sont nouveaux, certains sont étonnants. Eh oui, c'est un beau gosse. Yvon a 25 ans, il a une licence de communication. Il y a 4 mois, il a déniché un job plutôt sympa, on appelle ça modérateur. J'enlève tout ce qu'il y a de pas bien. Tout ce qu'il y a de pas conforme à la loi du site web. Policier, donc. Voilà. Sur le site, il y a ce qu'on appelle un forum, sur lequel les internautes peuvent s'échanger des messages et même des photos. Yvon est là pour supprimer celles qui sont trop posées. Là, ça va, ce sont des femmes en sous-vêtements, mais parfois, c'est beaucoup plus coquin. Vu qu'elle a son slip, on voit pas spécialement les parties génitales. On voit une paire de fesses, mais bon, une paire de fesses, t'en vois tout le temps à la plage. Tu vois ce que je veux dire? Là, dans un string, tu en vois à la plage, tu vois des seins à la plage. Donc là, en l'occurrence, pour moi, ça va, quoi. Un boulot pas très compliqué et pas trop mal payé. Yvon touche 9 000 francs bruts par mois. Nu sous sa jupe. En contrat à durée indéterminée. Pour ces nouveaux métiers, il n'existe pas toujours de formation adéquate, ce qui a permis à de petits malins de trouver un emploi alors qu'ils sont sans diplôme. Pour 10 000 francs par mois, Laurent passe ses journées à naviguer sur le web. Aujourd'hui, on lui a demandé de trouver les sites les plus intéressants sur le chocolat. C'est un métier au nom incroyable, surfeur fou. Comment a-t-il été recruté? Tout ce qui a primé au départ, c'est le fait que je me connectais plus de 8 heures par jour. Ça a vraiment comparé à, je dirais, aux autres CV, parce qu'il y en a eu beaucoup. Parce que bon, une annonce de surfeur fou, je veux dire, être payé à surfer, ça attire forcément énormément de monde parce que c'est un travail. Enfin, moi, je sais que pour moi, à la base, c'est une passion. La majorité des boulots sur le net, pour le moment, c'est encore beaucoup de passionnés et pas des personnes qui ont fait des études spécialement là-dedans. Parce que les formations, etc., sont pas encore très développées. Et je crois que dans Internet, il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup d'autodidactes. Si on sent qu'il y a une vraie rage et que la personne croit au projet, déjà, c'est un atout. Ensuite, je dirais, c'est la polyvalence. Quelque chose que je ne peux pas supporter, pour être franc, c'est les gens qui disent « Ah non, ça, c'est pas mon boulot. Ah non, ça, c'est un tel de le faire. » Et en étant polyvalent, on peut très vite évoluer. Richard a été embauché comme programmeur pour 15 000 francs par mois. Toute la journée, il écrivait ses codes un peu barbares, mais il en avait marre et a donc décidé de proposer quelque chose de nouveau. Vous avez l'air pressé, c'est important pour vous? Ouais, c'est super important, il faut que ça marche dans 1 heure. Richard a proposé d'orchestrer la première émission de télé sur le site. Micro, table de mixage, on lui a donné les moyens. Il coordonne l'organisation technique de l'événement, car faire de la télévision sur le net, c'est son rêve. Ouais, il y a des chances qu'on puisse vraiment monter un vrai studio télé avec des émissions toutes les semaines, pourquoi pas, quoi. Après, tout est ouvert. Et ce serait vous qui en serez responsable? Ouais, j'aimerais bien être responsable, c'est pour ça que j'aimerais bien que ça marche. Sinon, il faut que je trouve une autre boîte pour faire mon deal, quoi. Parce que sinon, vous allez vous retrouver à rester derrière votre écran? Non, ouais, entre autres, ouais. Ouais, j'aimerais bien faire autre chose. JJ Johnson, bonjour. Bonjour. Vous parlez français? Un petit peu. Pour cette première émission, le chanteur suédois JJ Johansson est l'invité sur le plateau. L'émission est diffusée en direct sur le net. Ça a même fait de l'audience. Enfin, tout est relatif. Ça marche vachement fort, il a déjà 50 personnes. C'est vrai? Ouais. Richard a montré de quoi il était capable là où on ne l'attendait pas. Alors, bilan? Bilan, super bilan. Ça a marché du feu de Dieu, il y a plein de monde connecté, le son était parfait. Donc voilà, je crois qu'on va en refaire d'autres maintenant. Je suis passé, je pense que je vais proposer des événements comme ça un peu plus souvent.
C'est un bon point pour toi, ça. Pour moi, c'est génial. Tout ça a de quoi séduire, mais la nouvelle économie, c'est aussi un saut dans l'inconnu. Malgré des allures de grosses sociétés, Spray ne gagne pas encore d'argent. Elle n'existe que depuis 9 mois, et personne ne peut dire si dans quelques années, elle existera encore. Et c'est justement cette incertitude qui plaît à Annabelle. Ça correspond aussi à un âge où j'ai envie de prendre des risques. J'ai pas envie d'avoir tout structuré, établi, écrit pour les prochaines années. Si ça se trouve, dans un an, je me rendrai peut-être compte que j'ai fait un mauvais choix, mais je préfère avoir pris le risque d'avoir fait ce choix-là plutôt que de me retrouver dans une entreprise où j'ai l'impression de stagner et pas d'apporter ma touche personnelle. Et elle n'est pas la seule. Nous sommes à HEC, la plus prestigieuse école de commerce française. Un grand parc, des terrains de sport. Sur cet immense campus à côté de Versailles, les 2000 étudiants n'ont pas peur de l'avenir. Chaque année, les plus grandes banques et entreprises s'arrachent leurs compétences. Mais ici aussi, la nouvelle économie a provoqué une petite révolution. Dans un sondage, 40% des étudiants se déclarent intéressés par un emploi dans une start-up. Et certains n'attendent même pas d'être diplômés. Bâtiment D, l'une des résidences du campus. Dans ce couloir, il y a la chambre de Pierre. Il n'est pas encore diplômé, mais il a créé sa boîte et s'exprime déjà comme un patron. Bonjour, vous êtes ici dans les bureaux de Keep School. Donc Keep School, c'est une start-up que j'ai créée avec mon ami Nicolas Beauvilliers en janvier 2000. Et en fait, on va apporter une aide sur Internet aux lycéens. Donc voilà. Sur son site, on trouve tous les programmes du lycée, comme ici la biologie. Aller sur la partie biosphère, je clique ici et j'y arrive directement. Et en fait, on a tout le programme des 3 classes, seconde, première, terminale, dans toutes les sections, avec à chaque fois des quiz pour vérifier qu'on a bien compris, etc. Pour trouver de l'argent, Pierre s'est tout simplement adressé à 2 de ses professeurs, des chefs d'entreprise. Ils ont investi 4 millions de francs dans sa société. À cet étage, les startups poussent comme des champignons. Nous voici chez Click & Check. Bonjour. Les patrons ici sont Antoine et Laurent. L'ambiance startup, de toute manière, c'est pas le décor. Ils sont en pleine réunion avec les 2 informaticiens qu'ils viennent d'embaucher. Non, mais disons tout ce qui est détérioration. Ces jeunes patrons ont créé leur entreprise avant même de quitter l'école, car ce sont des jeunes gens pressés. Entreprise de tripostage, je sais pas quoi. Ici, on s'embêtait un peu, on n'avait que 15 heures de cours. Et avec une start-up comme ça, c'est fabuleux quoi. C'est un peu la rue vers l'or et on s'est dit, bon, le marché français il est mature dans un an, on n'a pas le temps, il faut qu'on y aille, il faut qu'on soit les premiers. Ils n'ont pas fini leur scolarité, mais déjà des entreprises prestigieuses les courtisent. Chaque mois, ils reçoivent des dizaines d'offres de stages ou d'emploi, mais ils s'en moquent. Et après, t'engueules ton hébergeur. Mais elles vont directement à la poubelle souvent quoi. Voilà. Alors, présentation du groupe Danone, Planète Finance, Jet Tour, Valeo, il y en a vraiment, il y en a une bonne 40, non 71 offres. Donc il y avait vraiment de quoi se trouver des stages dans les grosses boîtes, hein. Mais c'est pas ce qui nous intéresse quoi. Les entreprises qui ont le plus de mal à recruter ici sont les grands cabinets d'audit et les grosses entreprises publiques. Mais la nouvelle économie n'attire pas que les jeunes diplômés. Frédéric a 31 ans. Lui travaille déjà, il est cadre chez Siemens, le géant allemand de l'électronique. Il est payé plus de 30 000 francs par mois et devrait toucher 45 000 francs dans 2 ans. Tout va très bien pour lui donc. Et pourtant, lui aussi veut tout plaquer pour une start-up. Il trouve sa vie trop pépère. On peut avoir une petite amie avec laquelle on s'entend très bien. La belle famille, c'est extraordinaire comme relation. Tout va bien. On se mariera dans quelques années. On aura des enfants, la voiture, la maison. Limite tout tracé, tout beau. Voilà. Et puis finalement, à un moment donné, là, on se dit non, il manque quelque chose. C'est pas ça. Et c'est pas ça parce qu'il faut le coup de foudre. Voilà. Et c'est peut-être un peu ça. Moi, je travaille dans une boîte que j'aime beaucoup. J'adore les gens qui je travaille. Je suis bien considéré, bien payé. J'ai des belles perspectives. Mais il manque quelque chose. Voilà. Et ce quelque chose, j'ai l'occasion de le trouver dans une start-up. Frédéric a répondu à l'annonce d'une start-up sur les Champs-Élysées. Nous sommes allés y faire un tour, mais surprise, à l'adresse indiquée, ce n'est pas un immeuble, mais un sous-sol. C'est un centre d'affaires, une dizaine de sociétés louent ici des bureaux. Bonjour. Bonjour. Voici celle qui veut recruter Frédéric. Bienvenue chez nous. C'est par là. Un siège social minuscule, à peine 15 mètres carrés. C'est énorme. Ah oui, c'est énorme. C'est très grand.
Donc là c'est la rédaction et là c'est quoi? Le pôle administratif, la direction, la communication. Voilà, mais là le staff n'est pas complet, il manque encore 2 autres personnes. Et... Qui se mettent où d'habitude? Qui se mettent là. Ouais. Ah bah oui, il y a beaucoup de place. Après il y a un peu une crise du logement pour les chaises. Ça c'est l'open space. De toute façon il n'y a qu'un téléphone, donc pour la communication privée c'est pas très pratique. Voici le patron, Eric, il n'a que 16 ans. Il a abandonné l'école pour se consacrer à Jeunes 2000, son site destiné aux jeunes. Ça paraît incroyable, mais des investisseurs ont cru en lui et il a réussi à lever 4 millions de francs. Les articles, tu me les envoies. Eric a aujourd'hui 10 personnes sous ses ordres. Oui, chef. Pour le recruter, Jeunes 2000 a préféré ne pas montrer ses locaux à Frédéric. C'est pourquoi l'entretien d'embauche n'a pas lieu sur les Champs-Élysées, mais au siège de l'investisseur en banlieue. Frédéric postule pour un gros poste, directeur financier. S'il est pris, c'est lui qui va gérer les comptes de l'entreprise. Il est accueilli par Jérôme, 23 ans, l'associé d'Eric. Vos locaux sont pas ici. Ah non, pour le moment non, on est en... Jeunes 2000 a voulu sortir le grand jeu. Première confrontation avec le jeune patron. Le site est créé, est visible sur le net depuis quand? Depuis la première version, octobre. Octobre. Ouais. Mais la nouvelle version, enfin la version mi-janvier. Actuelle, début janvier. Début janvier. Chez Siemens, Frédéric touche plus de 30 000 francs par mois. Pour l'embaucher, Jeunes 2000 va lui proposer moins, à peine 28 000 francs. Pourtant, Frédéric n'a pas l'air choqué. Si vous m'offriez 2 fois plus que ce que je gagne actuellement, c'est pas forcément un gage de crédibilité. De crédibilité, puis forcément d'investissement. Là, ça reste correct. Et bon, ce qui après c'est important, c'est effectivement ces stock options, parce que c'est ce qui va décider d'y aller ou pas y aller, de prendre un risque et puis de foncer. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra... Les stock options, c'est le mot magique. Pour l'entreprise, c'est un moyen de compenser des salaires plus bas que la moyenne. Et pour le salarié, c'est l'espoir de toucher un jackpot. Voilà ce que Jeunes 2000 propose à Frédéric. Il faut aller plus vite que les autres. Le jour où la société entrera en bourse, il pourra devenir propriétaire d'un paquet d'actions à un prix préférentiel. Imaginons qu'il soit fixé à 100 francs l'action. Pendant plusieurs années, Frédéric pourra les acheter à ce prix-là. Si entre-temps le cours de l'action monte à 200 francs, il pourra les revendre en empochant la différence et peut-être devenir millionnaire. Mais il y a un risque. Si l'action baisse, il n'aura aucun intérêt à devenir propriétaire des actions, car il les achèterait plus cher que leur cours et perdrait donc de l'argent. Et puis, rien ne lui garantit que la société entrera un jour en bourse. Dans ce cas, que valent ces stock options? Rien. Rien. Faut préciser ça, je pense qu'actuellement tout le monde parle de stock option milliardaire. Si l'idée est mauvaise, si on va en bourse, si l'action perd de sa valeur, les stock options ne valent rien du tout. À l'issue de l'entretien, Frédéric a été convaincu par Jeunes 2000. Il va quitter Siemens et commencer la semaine prochaine. Merci. Merci à vous et puis donc à la semaine prochaine alors. Très bien. Mais Frédéric prend un gros risque. Sur 12 startups entrées en bourse en France, les 2 tiers ont vu leur cours chuter. Et il y a pire. Les startups peuvent mourir. L'affaire a fait les gros titres la semaine dernière. Boo.com met la clé sous la porte. Et pourtant, c'était un site phare de l'Internet. Depuis 1 an et demi, cette demoiselle virtuelle vendait des vêtements branchés sur le web. Les investisseurs y ont cru, ils ont misé la somme record d'1 milliard de francs pour ce site de vente par correspondance. Seulement voilà, les ventes n'ont jamais décollé, elles perdaient des sommes colossales. La société a été mise en liquidation. Pour les 350 salariés dans le monde, dont une dizaine à Paris, l'avenir est plus qu'incertain. Et de la casse, il y en aura encore. Dans toutes les startups, on en est bien conscient. Alors pour donner un maximum de chance à leur petite entreprise, les salariés y travaillent sans compter leurs heures. Nous voici chez sport24.com. Ici, lorsque quelqu'un regarde du foot à la télé, ce n'est pas de la détente mais du travail. C'est pour commenter le match en direct sur le web. Sur ce site, on parle de tous les sports, de football et de Formule 1, mais aussi de hockey et même des échecs. Les jeunes gens qui l'ont créé ont levé 20 millions de francs. L'objectif est de concurrencer des mastodontes comme le journal L'Équipe. Les salariés ont des cernes sous les yeux, ils ont l'air fatigués, à commencer par le patron de la rédaction, Laurent. Car contrairement à Spray, pour faire vivre le site, il n'a pas de gros moyens.
Dès le départ, il a fixé une règle simple. Un contrat qui était simple, c'était de dire on est 4, on fait le boulot de 12. Quand on sera 12, on fera le boulot de 48. Je veux dire, c'est toujours le même état d'esprit. Dans la rédaction, ils sont aujourd'hui 20 journalistes qui font le boulot de 80. Comment font-ils? Aujourd'hui, c'est dimanche, mais Stéphane travaille au Palais Omnisport de Bercy, une compétition de basket. Autrefois, il travaillait dans un quotidien régional, depuis 6 mois chez Sport 24, pour un plus gros salaire, 22 000 francs par mois. Avec son collègue Sylvain, le jeune homme à la casquette, ils doivent couvrir les finales de Coupe de France. Numéro 6, Anna Belen Alvaro. Numéro 12, Anne Vaudès. Les outils de travail, c'est quoi? Le portable, l'ordinateur, le téléphone, et donc on prend des notes quand même, le stylo. On est quand même sur internet, mais il y a quand même le stylo et le carnet de notes qui restent utiles pour tout le monde. Reporter sur le net, c'est un métier d'avenir. À la tribune de presse, il y a aujourd'hui des journalistes de 5 startups. Pour le même événement, il y a un an, il n'y en avait aucun. Et ils ne vont pas se contenter de commenter le match comme à la radio. Pendant tout le match, Sylvain va rédiger son article au fur et à mesure de la rencontre. Son compte-rendu doit être prêt au coup de sifflet final. Sur Internet, le nombre d'articles est illimité, c'est pourquoi il y a beaucoup de travail. Pendant la courte récréation de Sylvain, en attendant le match suivant, Stéphane ne chôme pas. On lui demande d'aller à la conférence de presse d'un entraîneur. Et c'est encore lui qui va devoir interroger une joueuse. Ça fait des années que Valenciennes joue contre Bourges en finale. Nous, on va pouvoir rendre compte, on va pouvoir donner des chiffres, on va pouvoir donner des photos, tout un tas de choses. Stéphane est enthousiaste, mais ses journées sont longues. Ah, c'est pas là. 21 h, nos 2 reporters rentrent à la rédaction. À eux deux, ils auront couvert 4 matchs et rédigé 6 gros articles. C'est la fin d'une longue journée. Ouais, la fin de la journée. Sans problème. Je vais dormir comme un petit bébé. Un petit bébé. Fatigué. Harassé. Vraiment, hein. Sylvain gagne 15 000 francs par mois. Officiellement, Sylvain a maintenant 2 jours de repos, mais il ne sera pas complètement inactif. Sur le site, il est chargé de la NBA, le basket pro américain. Il se lèvera donc la nuit pour regarder les matchs à la télé, puis envoyer ses articles depuis chez lui. Pour travailler ainsi, il faut une santé de fer. Un journaliste venu ici pour tenter sa chance n'a pas tenu. Il a fallu s'en séparer dès le premier jour. Il a fait une journée d'immersion. Et à sa fin de journée d'immersion, il est venu me voir. Je lui ai dit, tu te rends compte qu'il y a un problème par rapport à la productivité qu'on attend de toi, non pas par rapport à une histoire de feeling. C'est lui qui a dit, je me vois pas d'un point de vue d'énergie et physiquement y arriver. Et je dirais que c'est comme une compète, quoi. C'est qu'à un moment donné, il faut rentrer. Moi, j'ai explosé une fois, j'étais mort. Des rédacteurs en chef ont explosé à un moment donné physiquement parce qu'à un moment donné, on est accroché à ce projet-là et on est boulimique et on n'arrive pas à s'arrêter. Ici, tout le monde travaille régulièrement 70 heures par semaine. Même le PDG Frédéric a mauvaise mine. On est bien loin des 35 heures et pourtant il faudra bien les appliquer un jour. Pour ces petites sociétés, la date limite, c'est janvier 2002. Mais pour l'heure, Frédéric ne veut même pas en entendre parler. Mais qui permet de travailler correctement. On parle souvent des 35 heures. Il faut savoir que dans une start-up, ça n'existe pas. On est là motivés, on travaille tous pour notre entreprise, puisqu'on est tous actionnaires de Sport24.com. Allez voir les commerciaux, allez voir Astrid, allez voir les animateurs ou les journalistes, parlez-leur des 35 heures. Et ils vont dire c'est pas possible, je peux pas rester que 35 heures, il faut que j'en fasse plus parce que j'ai envie d'en faire plus. Il faut pas se raconter d'histoire, aujourd'hui on peut pas se limiter à ces 35 heures. Les startups pourront-elles échapper à la loi? Gérard Filoche est un de ceux qui sont chargés de la faire appliquer. Il est inspecteur du travail dans le quartier du Sentier et il a du boulot. Il y a ici des ateliers de confection où les dépassements d'horaires sont monnaie courante et depuis peu des startups attirées par des loyers à prix bas. Et pour lui, entre les deux, il n'y a pas beaucoup de différence. Oui, je ne veux pas casser le côté mode et nouveauté des startups, mais c'est quand même pas très loin de l'atelier de confection. Même avec diplôme ou sortant d'école d'ingénieur et spécialisé dans la confection de logiciels, finalement, ils sont autant exploités à un niveau un peu supérieur que ce que vont être les gens dans un atelier de confection. Les modèles sont comparables. Hein, démarrage rapide,
Croissance rapide du personnel, même des gains. Dans la mode, on voit des gains rapides, donc c'est comparable en matière de confection. Et puis ensuite, dépassement des durées d'horaire, conflit là-dessus parce que les gens ne tiennent pas longtemps les durées d'horaire. Ils croient qu'ils tiennent, mais ils ne tiennent pas longtemps. Donc à un moment donné, ce qui était une habitude devient une source de conflit. Parce que c'est devenu entre-temps une source de fatigue, une source d'exploitation, puis que le salaire, à un moment donné, ne suit plus. Gérard Filoche contrôle 2 à 3 startups par semaine. À chaque fois, il constate des infractions au code du travail. Pour l'instant, il s'est contenté de les mettre en garde et aucune n'a été sanctionnée. Mais Gérard Filoche prévient, cette clémence ne durera pas. Après tout, les startups sont des entreprises comme les autres. Martine Aubry, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez été un peu la ministre de la semaine. Vous avez annoncé la fin du trou de la sécurité sociale, des créations d'emplois encore records au premier trimestre. Alors vous allez nous dire s'il faut sanctionner les startups qui n'appliquent pas les 35 heures, quitte à les freiner dans leur développement, ou au contraire faire preuve de clémence. Mais déjà, cette mode Internet, est-ce qu'elle vous touche, vous, directement? Est-ce que dans des collaborateurs à vous, dans votre entourage propre, est-ce qu'il y a des gens qui partent dans les startups? Parce que... Elle me touche d'abord parce que tout le monde l'utilise. Et puis, Internet, ça nous sert, y compris, vous savez, à l'hôpital, pour passer des informations sur un malade entre les États-Unis et la France. Nous utilisons largement, avec l'Agence nationale pour l'emploi, pour connecter les offres et les demandes d'emploi. Donc, le secteur social n'est pas obligatoirement en retard. Voilà. Vous un peu, pas beaucoup, parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je m'y mettrai sans doute plus pour des raisons de loisirs. Depuis quand Depuis très peu de temps, je le dis très franchement, depuis très peu de temps. Mais ça m'amuse, mais il faut du temps quand même, hein. Il faut du temps. On a vu dans ce reportage que des gens de l'ancienne économie partaient dans la nouvelle économie. Est-ce qu'autour de vous, des collaborateurs, des gens de votre entourage, vous, comme moi d'ailleurs, qui sommes dans l'ancienne économie, est-ce que vous en voyez qui partent Oui, j'ai un de mes collaborateurs qui vient de partir chez Multimania, comme directeur du développement. Non, pas du tout. Moi, je trouve ça très bien. Ce qui m'intéresse chez Jeunes, et c'est ce que je trouve formidable, finalement, il y a une espèce d'enthousiasme, d'énergie, comme on l'avait d'ailleurs précédemment. Faut pas... Quelqu'un qui crée son entreprise avant dans le commerce ou une entreprise industrielle avait sans doute le même enthousiasme. Ce que je trouve bien chez Jeunes, c'est qu'ils ne nous disent pas « je cherche un boulot pour y rester à vie tranquillement ». Ils ont envie de se battre et ils sont prêts à accepter la mobilité, l'échec, à redémarrer. Et je trouve que c'est ça peut-être le côté le plus positif. Alors, Patrick Chêne, vous êtes une star de la télé, vous aviez un job en or, et puis vous le quittez pour partir dans la nouvelle économie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet attrait irrésistible, ce coup de foudre dont parlait l'une des personnes dans le reportage? C'est un choix de vie, j'allais dire. Parce que c'est risqué quand même, c'est très risqué. Oui, c'est risqué. On voit qu'il y en a qui font faillite là en ce moment. Alors, c'est un choix de vie autant qu'un choix professionnel. Vous avez des trains qui passent pendant toute votre vie, puis de temps en temps, vous voyez un train, vous avez envie de monter dedans, vous montez pourquoi? Parce que vous avez envie d'accompagner votre époque, d'abord, c'est vrai qu'il se passe quelque chose, et en tant que journaliste, on est toujours sensible à ce qui se passe autour de nous. Et puis peut-être, alors c'est peut-être un petit peu orgueilleux, mais l'idée de contribuer justement à ça, pas seulement de regarder passer, de monter dedans, puis de conduire un petit peu le train, et de contribuer à la naissance de nouveaux médias. C'est ce qui m'excite, et c'est pour ça que j'ai fait ce pari. Voilà, alors ça a surpris beaucoup de gens, parce qu'ils disent, vous aviez un boulot vraiment très... un boulot en or. Très convoité. Et voilà, et là, vous prenez des risques. Vous avez démarré dans la presse écrite, vous avez été à la télé, aujourd'hui, demain, Internet. Est-ce que, d'après vous, dans 10 ans, Internet aura balayé l'équipe, les émissions sportives à la télévision? Est-ce qu'on les suivra sur Internet plus que dans les journaux ou à la télé? Lorsqu'on monte sa boîte, ce que je fais actuellement, il s'agit d'essayer d'anticiper. Être visionnaire, je ne sais pas si je le serai, je ne pense pas qu'il y a 2 ans, on pensait qu'il y aurait 26 millions de téléphones portables en France. Je pense néanmoins que le phénomène Internet va dépasser de beaucoup ce qu'on imagine aujourd'hui. De là, balayer la télé, non. Je pense que toujours l'émetteur classique, le programme vers 1000 personnes marchera toujours. Simplement que nous allons créer 1000 programmes vers 1000 personnes et ça va changer les habitudes. De là à tuer la télé, non. On l'utilisera peut-être autrement, mais je pense qu'on va enrichir justement le regard qu'on peut avoir sur les choses avec ce terme qu'on emploie sans arrêt, l'interactivité. Mais lorsqu'on la met vraiment en application, elle est passionnante, cette interactivité. On entendait dans le reportage quelqu'un qui disait, quand on parle de 35 heures, des 35 heures dans les startups d'Internet, on ne comprend pas. C'est un autre monde. Oui, moi, je présente plus le journal depuis quelques temps, j'ai plus souvent de ministres tout près de moi, j'en profite. Martine Aubry, qu'est-ce que vous me conseillez? On va attendre 2002 pour faire les 35 heures, qu'est-ce qu'on va faire avant? Alors, il ne s'agit pas d'être dénégrier, on va aussi faire une entreprise qui est tournée vers l'homme, mais qu'est-ce que je vais faire? Quel conseil vous me donnez? Ce que vous voulez dire, c'est que vous ne pouvez pas les appliquer, là, aujourd'hui, au démarrage. Les 35 heures, sans doute pas. D'ailleurs, la loi ne l'oblige pas. Mais nous sommes des citoyens, nous voulons quand même appliquer ce qu'on nous demande de faire. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, 2 choses. Les 35 heures, comme vous le savez, ne s'appliquent pas
aux créateurs d'entreprises, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas salariés, et aux cadres. Pour les cadres, on doit trouver d'autres dispositions, par exemple des journées de travail. J'ai vu un certain nombre de sociétés start-up qui ont décidé, par exemple Electronic Data System, de l'appliquer parce qu'ils disent... C'est très bien quand on crée une boîte. Pendant 2 ans, on peut travailler comme ça. Vous avez vu la tête qu'ils ont, vos collaborateurs. Hein, en 2002, ils vous diront stop. Bon, alors il faudra trouver d'autres moyens. Ce sont des cadres. Donc ça sera des jours de congé, du capital temps. Ils partiront 1 mois pour se ressourcer. Voilà. Alors moi, je trouve ça très bien. Quand on lance une activité, tout le monde s'y met. Et personne ne viendra vous enquiquiner. De même qu'on peut faire des contrats à durée déterminée, on n'est pas sûr de l'avenir. Bon, mais au bout d'un certain temps, il va falloir trouver un rythme. La nouvelle économie, il faut qu'elle dure. Bon. Or, on ne peut pas continuer à travailler comme ça, ad vitam aeternam. Et d'ailleurs, beaucoup de boîtes l'ont compris. Il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé. Financial Times a sorti une étude sur où sont les idées les plus géniales, quand trouve-t-on les idées les plus géniales pour aider son entreprise à innover. Eh bien, les cadres répondent 1 sous la douche, 2 en me baladant, 3 au théâtre, 4 au golf. Donc, il faut leur laisser un peu de temps si vous voulez qu'ils restent toujours aussi géniaux. Voilà des mots conseils. Quand vous dites on n'ira pas les enquiquiner, vous donnez des consignes aux inspecteurs du travail, par exemple, comme Gérard Filoche qu'on a vu, qui a la possibilité de les sanctionner. Est-ce que le ministre donne des consignes en disant écoutez, laissez-les un peu tranquilles au démarrage, n'appliquez pas la loi et rien que la loi. Au démarrage, de toute façon, ça ne s'applique pas avant 2002 pour les petites entreprises. Oui, quand elles ont plus de 50 personnes, ça s'applique plus de 20. Plus de 20, oui. Enfin, il est rare qu'une start-up commence à plus de 20. Chez Spray, il y en avait 60. Nous en aurons 35 dès le premier mois. Et vous en avez 35, donc vous serez obligé de les appliquer théoriquement, sans attendre 2002. Bien sûr. À ce moment-là, vous trouverez des solutions. Par exemple, des congés, un capital temps, qui permet de développer sur plusieurs années. Et quand dans 2 ans, ils seront absolument épuisés, vous leur donnerez 3 mois sabbatiques pour qu'ils se remettent en forme. Martine, oui, est-ce que vous, pour répondre à la question, est-ce que vous donnez des consignes en disant, dans certains secteurs comme ça qui démarrent, laissez-les un peu tranquilles, même s'ils franchissent un peu la ligne jaune? Ce qu'on dit aux inspecteurs du travail, c'est clair, c'est qu'il faut appliquer la loi dans l'esprit de la loi. Bon, dans l'esprit de la loi, ça veut dire qu'il faut comprendre qu'une entreprise qui se lance, bon, elle a besoin que tout le monde s'y mette. Tout le monde le comprend. De même que le Code du travail prévoit qu'on peut faire des contrats à durée déterminée beaucoup plus nombreux pour le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle machine. L'important, c'est que dans 2 ans, l'entreprise qui va prendre un rythme et un mouvement naturel pour durer, eh bien, elle trouve un mode de fonctionnement, je dirais, qui lui permette de continuer à avoir des jeunes cadres dynamiques, passionnés, qui auront peut-être aussi envie, parce qu'ils vont envie de dire d'avoir une vie de famille. Parce que moi, j'ai aussi 2 personnes qui ont quitté mon cabinet parce qu'ils venaient d'avoir un enfant et qui ne supportaient plus de ne pas les voir le soir. Donc, comme quoi les choses changent quand même. Hein, et cela, il va aussi falloir le prendre en compte. Les 35 heures dans votre cabinet, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est pour ça que ça ne peut pas durer très longtemps. C'est plutôt 70. C'est exact. Vous n'êtes pas la mieux placée pour non, mais c'est bien pour ça que je comprends. Mais en même temps, je sais bien que ça ne peut pas être vivable longtemps, si je prends mon propre cas, par exemple. Et je ne suis pas jeune. Merci. Une dernière question, Patrick Chêne. C'est vrai aussi que dans ces start-up, il y en a beaucoup qui espèrent faire fortune. Est-ce que ça a été peut-être pas la principale, mais sans doute une motivation? Aujourd'hui, si tout se passe bien pour vous, vous avez sûrement ces fameuses stock options. Dans 5 ans, si tout se passe bien, vous pourriez avoir réalisé une fortune de combien à peu près? Bon, je ne sais pas, on ne peut pas la calculer aujourd'hui, mais c'est vrai que... Non, moi je préfère... Il y a un côté caricatural dans les startups qui est un peu agaçant. C'est que moi j'aime bien les startups originales parce qu'il y a une salle de sport. Mais faire les réunions allongées, je ne pense pas qu'on le fera non plus. Et tous faire fortune, on ne le fera pas non plus. Moi, je crois qu'on est en train de faire un lien, j'espère, entre l'ancienne économie et la nouvelle économie. Mais on n'est pas en train de rêver à se dire qu'on va tous devenir millionnaires, qu'on va tous quitter nos emplois. Moi, j'ai eu une opportunité, mais je ne pense pas qu'il faille rêver de centaines, de dizaines de millions. Sans caricature, on voit quand même un esprit différent. C'est un esprit. Il y a un esprit différent. Et cet esprit notamment de participation au capital de tous les salariés, d'ailleurs. Bien sûr, de tous. Tous. Et c'est ça qui est intéressant. Si on gagne ensemble. Voilà. Et c'est ça donc ça, c'est assez nouveau. C'était pas le cas à France Télévisions, c'est pas pour ça que j'ai quitté France Télévisions après 16 ans. Mais ça, est-ce que ça vous a attiré aussi? Bien sûr, bien sûr que ça fait partie de l'esprit entrepreneur, on va dire. Et la question de savoir ce que vous pourriez réaliser comme fortune, le mot peut-être un peu excessif, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, si tout se passe bien, vous ne me croyez vous pas, ne souhaitez pas y répondre. Non, mais c'est pas ça. Je ne l'envisage pas. Si je pars pour faire fortune, je suis un irresponsable. Si je pars pour monter une société pérenne, je suis responsable, c'est ce que je vais faire.